Marine Le Pen, c'est toujours des éléments qui sont montés, alors que Jordan Bardella, quand il mange des haribots, il mange vraiment des haribots. Selon vous, c'est qui les politiques qui semblent le mieux manier les codes d'Internet ? Eh bien écoutez, a priori, ça a l'air d'être le Rassemblement National. Jordan Bardella sur TikTok mène sa chasse aux électeurs dans des vidéos coulisses où il apparaît gentil, un petit peu foufou. C'est terriblement efficace. Alors dans la première partie de cette discussion, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, on a discuté des influenceurs d'extrême droite. Mais là maintenant, on va essayer de comprendre comment les politiques se servent d'Internet et des réseaux sociaux, quelles conséquences ça a sur le débat public et surtout comment on fait pour se sortir de ce soft power réactionnaire. Et pour en parler, je vous propose de rencontrer Salomé Saké. Salut Salomé. Salut. Salomé, tu es journaliste, tu es aussi autrice de ce livre, Résister, aux éditions Payot, où tu nous aides à comprendre les rouages de l'extrême droite. Et juste à côté de toi, on a Pierre Plotu et Maxime Massé. Salut Pierre, Maxime. Salut. Et vous êtes journaliste à Libération, spécialiste de la thématique de l'extrême droite, et vous êtes aussi auteur de ce livre, Pop Fascisme, aux éditions Divergence, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. Toi, Salomé, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que Bardella, il a monté sa sauce sur TikTok ? Merci de regarder cette vidéo. Je vous fais une toute petite pause pour vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker. Bref, dites-nous ce que vous en pensez. Et je vous souhaite un bon visionnage. En plus, c'est un sujet qui m'intéressait doublement, puisque évidemment, j'étais déjà sur les sujets de l'extrême droite pour Blast, mais en plus, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de jeunesse pour mon précédent livre, Sois jeune, tais-toi. Donc, je me suis beaucoup demandé pourquoi autant de jeunes allaient vers l'extrême droite, pourquoi c'était aussi séduisant. Et je pense que les réseaux sociaux ne font pas tout, mais ont un rôle énorme. Et que Jordan Bardella, ou en tout cas ses équipes de communication, ont bien compris comment toucher les jeunes. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est pas forcément convaincre. C'est toucher, c'est provoquer un sentiment d'identification qui est très fort. Et le compte TikTok de Jordan Bardella et de Marion Maréchal, d'une certaine manière aussi, sont quand même des exemples assez éloquents, puisque tout tend à humaniser ce responsable politique, le montrer pas seulement en train de manger, mais en train de beaucoup manger, en train de manger un peu plus que de raison. Il est sympa, il est souriant. Il y a aussi eu, pour moi, quelque chose qui a joué un rôle énorme, et on le voyait beaucoup sur TikTok, qui est quand même le réseau des plus jeunes aujourd'hui. C'est cette espèce de love story qui avait été créée avec Gabriel Attal. Il y avait des débats. Ça, c'est des dizaines de millions de vues. Il faut voir l'ampleur que ça a pris. Il y avait beaucoup de débats organisés par les médias, les grands médias, entre Gabriel Attal et Jordan Bardella pendant les européennes, au nom d'ailleurs de rien du tout. Enfin, on ne savait pas pourquoi il y avait autant de place. Gabriel Attal était Premier ministre. Il n'était pas censé être... il n'était pas censé faire la campagne pour les européennes. Mais bon, il y a eu ces affrontements. Et en fait, il y a eu des montages qui ont été faits où Jordan Bardella et Gabriel Attal se font des petits sourires et on a l'impression qu'ils sont amoureux. Et la manière dont ces montages sont faits rend le truc très innocent et très rigolo, honnêtement. Sauf qu'on parle de forces d'extrême droite qui peuvent être très dangereuses pour la démocratie. C'est tout ce que j'essaie de montrer dans le livre. Et quand on fait des blagues comme ça, qui deviennent des références d'Internet, qui deviennent une référence de TikTok. Moi, j'ai vu beaucoup de gens commenter qui sont pas du tout spécialement dans les trucs d'extrême droite, mais juste qui voient ça, et ben ça participe à humaniser, ça participe à rendre sympathique, à dédiaboliser, puisque c'est aussi le but. Et Jordan Bardella l'a bien compris, puisqu'il a réagi à plusieurs reprises en disant sur son compte TikTok ça va encore faire des vidéos après un débat. Et donc ça a rendu Internet complètement fou. Ça a marché, mais extrêmement bien. Et c'est vraiment un exemple de communication politique réussie. Et en fait, si on ajoute tout ce qui s'est passé sur TikTok et aussi ce sentiment que c'est nous sur TikTok contre le reste du monde, c'était aussi ça qui était promu par Jordan Bardella. Et le fait qu'il soit rendu quand même très sympa, c'est-à-dire qu'il a l'air d'être normal, en tout cas d'être normal. Il est dépolitisé, encore une fois. Il est dépolitisé, c'est ça. Je dis pas qu'il est pas normal, c'est juste qu'il est dépolitisé et qu'on oublie complètement les idées politiques qu'il véhicule. Et donc, on a un sentiment de proximité très fort. Or, je retourne vraiment sur les questions de jeunesse, un des trucs que nous disent beaucoup les jeunes et qu'on voit dans les sondages, c'est qu'ils ont un sentiment de distance avec les responsables politiques, des responsables politiques qui seraient loin d'eux, qui ne les comprendraient pas, qui ne s'intéresseraient pas à eux. Et là, ils ont un responsable qui vient sur leur réseau prédilection, qui se saisit de leur code et qui leur parle directement et qui a l'air de leur ressembler, et en plus qui est jeune. Donc ça fait beaucoup, et ça a était en plus boosté, il ne faut pas l'oublier, a priori par des bots qui seraient russes, selon des enquêtes journalistiques qui ont été montées. Oui, quand on regarde la courbe du compte TikTok de Jordan Bardella, avec celles des autres responsables politiques pendant la période des européennes, elle est à peu près comme celle de tous les autres, puis d'un coup on a une espèce de mur absolu, et donc il y a des soupçons sur le fait que ça aurait été encouragé par des bots.
c'est très probable. Donc tout ça donne une très grande réussite sur Internet. Et effectivement, comme tu le dis, c'est très marquant parce que sur son compte TikTok, vous le disiez, il parle quasiment pas du tout de politique. C'est beaucoup de vidéos de coulisses. J'ai l'impression que c'est presque les mêmes mécaniques que ce qu'on racontait en première partie sur les influenceurs d'extrême droite. Voilà, une forme d'idées réactionnaires en sous-marin, camouflées par des trucs très rigolos, très marrants, très sympas. Attends, juste, si je me permets, pardon, j'interromps et après on y va, mais parce que j'ai vu un commentaire qui disait tous les partis politiques font ça. Oui, tous les partis politiques font ça. Ils rêvent tous de réussir sur TikTok, mais il n'y a aucun parti politique qui réussit à ce point sur le réseau social, à ma connaissance. En tout cas, en termes de nombre de vues pendant la campagne, puisque c'était ça qui était en jeu. On est clairement sur un parti qui écrase la majorité des autres partis. Donc c'est quand même pour ça aussi qu'on s'y intéresse autant. Mais je pense que ce qui est intéressant, et tu l'as parfaitement noté, c'est qu'il est très efficace sur TikTok parce que je pense aussi qu'il comprend très bien le réseau social en lui-même. C'est un enfant de sa génération. C'est intéressant de voir que Jordan Bardella, au moment des législatives anticipées, il avait à peu près autant d'abonnés que Marine Le Pen. C'était 2,4 millions pour Marine Le Pen, 2,6 pour Jordan Bardella. Par contre, quand on regardait les taux d'engagement, ils étaient 10 voire 100 fois moins forts chez Marine LePen que chez Jordan Bardella. Parce qu'en fait, Jordan Bardella, il sait parfaitement saisir le moment où il faut qu'il se mette en scène. Marine Le Pen, c'est toujours des éléments qui sont montés, où on la voit en fait filmée par ses équipes, alors que Jordan Bardella, quand il mange des Haribo, il mange vraiment des Haribo. Il est capable en fait de toucher une population jeune, mais parce qu'en fait, il a parfaitement compris que il n'allait pas forcément être Premier ministre là, et que du coup, lui, ce qu'il cherche à toucher, c'est les électeurs de demain, ou éventuellement des jeunes qui sont pas électeurs encore, mais qui vont parler avec leurs parents le soir, ou des gens qui sont en âge de voter, de ce qu'ils ont vu sur TikTok. Et en cela, il devient complètement dépolitisé. Il devient en fait une personnalité publique qui pourrait être du monde de l'art, du cinéma, alors qu'en fait, c'est une personnalité politique qui porte un projet politique. Tu parlais tout à l'heure du fait que les politiques font comme les influenceurs, mais j'ajouterais qu'il y a aussi des médias qui font désormais comme les influenceurs. On l'a vu avec VA+, qui était la déclinaison vidéo sur Internet, sur YouTube précisément de Valeurs Actuelles, cet hebdomadaire d'extrême droite, qui crée sa déclinaison vidéo il y a 3-4 ans maintenant, VA+, un peu plus. Ouais, je dirais un peu plus. Un peu plus, pardon, j'ai plus la date en tête. En fait, c'est monté à la base par 2 stagiaires, on est sur quelque chose, des jeunes gens qui consomment de l'influenceur d'extrême droite et qui veulent importer ça à Valeurs Actuelles. Ça commence d'ailleurs là, sur la chaîne YouTube, on peut le retrouver, parce qu'il suffit de ranger en sens antéchronologique les vidéos. Les premières vidéos, par exemple, sont les 10 punchlines de Jean-Marie Le Pen. En tout cas, on est sur la réutilisation de formats stars, de formats viraux sur la plateforme à l'instant T, et on va bâtir une communauté comme ça, et très vite, on va inviter les influenceurs dans un média pour faire de l'influence dans le média. Oui, je voudrais réagir à une critique que j'ai vue passer, parce que c'est peut-être la critique principale qui m'a été adressée avec mon livre sur l'extrême droite, et peut-être que vous l'entendez aussi, c'est que souvent on va me dire « oui, mais l'extrême gauche ». Et regardez ce qui se passe du côté de Jean-Luc Mélenchon. Là, je viens de le voir passer dans un commentaire. Et j'aimerais rappeler en fait ce que c'est aussi notre travail de journaliste, qui est de se spécialiser à un moment. On ne peut pas connaître tous les partis, et ça ne veut pas dire, quand on critique l'extrême droite, que tous les autres partis seraient exempts de critiques et seraient parfaits, parce que c'est vraiment pas du tout le cas. Et simplement, moi là, j'ai travaillé pendant plus d'1 an sur cette question de l'extrême droite, notamment pour Blast. J'ai passé des mois et des mois pour pouvoir écrire ce livre. En fait, on regarde, et vous le faites beaucoup plus que moi depuis beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire qu'on regarde les cadres, les réseaux sociaux, les déclarations, on essaie de comprendre les réseaux, on lit beaucoup sur un sujet. On peut pas faire ça avec toutes les formations politique, mais critiquer un parti, une formation, un courant, dans toute d'ailleurs sa diversité, ne veut pas dire valider toutes les autres. Et j'aimerais quand même préciser ça, parce que j'essaie de le faire quand même régulièrement, puisque c'est aussi le cœur de notre activité journalistique, et il y a plein de journalistes politiques qui sont spécialistes de la Macronie, qui sont spécialistes de la gauche radicale, et nous, aujourd'hui, on est là pour parler de l'extrême droite, en l'occurrence. Mais ça ne veut pas dire qu'on trouve que tout ça, c'est génial. Non, mais d'ailleurs, ça fait partie d'une stratégie établie par l'extrême droite sur Internet, créer 2 camps.
En fait, si on s'intéresse à une mouvance, on est forcément de l'autre bord. Exactement. En fait, c'est créer une dualité systématique. En fait, créer un affrontement, même s'il est pas purement artificiel, parce qu'en fait, ça nous renvoie à leur grand fantasme de guerre civile, et c'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut créer deux camps, l'un opposé à l'autre, sans nuance, sans le moindre position qui serait extérieure et sans engagement personnel. On parlait tout à l'heure de Jordan Bardella et vous disiez notamment que ce qui fait qu'il est aussi efficace, c'est que c'est aussi sa génération, c'est ses cotes qu'il utilise. Mais corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que Jordan Bardella il participait aussi au forum 18-25, non ? De jeuxvideo.com. Il faisait même des vidéos de FPS, si je ne m'abuse, qui diffusaient sur YouTube, mais bon, c'est une carrière qui n'a pas trop décollé. Ouais, mais tout ça pour dire que... c'est un enfant de son époque. C'est ça, voilà. Mais alors, tout ça pour dire que, bon, il y a aussi la place de ce forum dans les communautés d'extrême droite, mais c'est comme ça qu'il a... Alors, le 18-25, il est intéressant, c'est pas moi qui le dis, c'est un... Alors, juste pour refaire un mot, le forum 18-25 de jeuxvideo.com, jeuxvideo.com, site sur les jeux vidéo, ils ont des forums, et notamment celui de 18-25 qui est rempli de contenu misogyne, raciste, voilà. Notamment. Pour poursuivre l'historique, moi j'ai 37 ans, j'ai grandi à l'époque de l'arrivée d'Internet avec des modems 56K, ça coupait la ligne téléphonique quand on branchait le modem, on avait des forfaits d'1 heure, 2 heures, puis 20 heures par mois, enfin voilà, on était sur des utilisations qui sont incomparable avec la place qu'a Internet aujourd'hui dans nos vies. Et effectivement, à une époque, quand on galérait sur un jeu, on allait acheter un magazine ou le consulter gratuitement à la librairie pour avoir la soluce. Puis est arrivé Internet et donc il y avait cet espace jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com, c'est intéressant, donc c'est un espace qui s'est massifié vraiment avec le temps, qui est aussi un espace dans lequel s'est forgé qui est en ébullition et qui a donné toute une sous-culture Internet française, un peu comme ça s'est fait aux États-Unis avec 4chan. Voilà, il y a cette dimension-là, mais c'est aussi un espace, mais comme le sont les réseaux sociaux, comme le sont devenus ensuite les réseaux sociaux, où la propagande d'extrême droite a été... la création de propagande d'extrême droite, n'est désormais plus uniquement le fait de sachants en surplomb, d'influenceurs, mais aussi des gens qui sont à l'intérieur. La DGSI, par exemple, récemment, un procès terroriste, soulignait ce point. C'est-à-dire que pour la propagande terroriste d'extrême droite, il y a cette problématique d'une création constante à tous les niveaux de mode opératoire, de raison de passer à l'acte, etc. Et faisait déjà le parallèle. L'expert qui témoignait anonymement derrière une porte vitrée, c'était assez drôle d'ailleurs, c'était en visio et il y avait une porte. Mais il expliquait aussi qu'il y avait cette dimension aujourd'hui où, à travers, par exemple, des tweets, à travers des forums de discussion, à travers des espaces comme ça où les gens échangent, se crée aussi de la propagande d'extrême droite, se crée aussi des références. On peut citer par exemple le qui, donc Claude Posternak est invité face à... comment il s'appelle, le général de Lavarde sur CNews, voilà. Le général de Lavarde tient des propos qui sont extrêmement borderline. En fait, ils sont antisémites, ils sont crypto-antisémites, il n'ose pas le dire. Claude Posternak en face lui dit mais dites-le, qui est cet adversaire que vous ne citez pas? On parle de qui. Voilà. Il s'emporte, à raison. Et très vite, cette séquence va être récupérée par la mouvance antisémite en ligne pour se moquer. Et donc, le qui, cette fameuse pancarte, ce fameux slogan antisémite, que désormais tout le monde connaît, en tout cas beaucoup, même s'il a son heure de gloire entre guillemets, est un petit peu passée, elle vient aussi du foisonnement d'Internet. Moi, j'aimerais rebondir sur cette opposition dont on a parlé tout à l'heure, que vous avez commencé à évoquer en disant qu'en fait, ils veulent créer cette binarité. Et on est soit avec, on est contre. Et on a tendance à complètement, même nous, à gauche, à faire ça, en fait. C'est-à-dire à considérer le monde en deux blocs. Il y aurait les gens qui seraient progressistes et ceux qui ne le seraient pas et qui pourraient parfois être directement qualifiés de fachos et inversement. C'est-à-dire que dès qu'on va critiquer un peu l'extrême droite, on va nous dire « bon, bah voilà, vous êtes d'extrême gauche ». Et cette vision du monde ultra-binaire, c'est ce que décrit
aussi, l'autrice Naomi Klein, dans son dernier livre qui s'appelle Le Double, Voyage au cœur du monde miroir, si je ne me trompe pas dans le titre, et qui explique à quel point c'est une stratégie de l'extrême droite dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est-à-dire de ne pas arrêter en fait avec la nuance, de ne pas mettre aussi toutes les personnes dans un même sac, et de ne pas céder à ce truc de eux contre nous, et d'être dans une espèce d'opposition ultra violente, parce que c'est précisément ça qu'ils veulent. Et on a besoin, moi, pour revenir un peu aux solutions, puisque là ça fait 1 heure qu'on parle, moi je crois qu'on a besoin de recréer du dialogue, de pas rester dans ces espèces de réalités parallèles qui sont en train de se constituer, parce que moi ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a quand même une distinction énorme entre influenceurs et responsables d'extrême droite qu'on pourrait mettre d'un côté, et puis les personnes qui les suivent et qui adhèrent plus ou moins en fait à ce qu'ils disent, et qui pour moi restent aussi des personnes avec qui on doit parler, qu'on doit convaincre, qu'on doit réussir à garder aussi du côté des faits et de la vérité, parce qu'une fois qu'on a créé des vérités alternatives, comme c'est le cas aux États-Unis, avec vraiment des mondes, littéralement des mondes parallèles, ce que décrit Naomi Klein, on est complètement on peut plus parler en fait. Nous, on pourra plus jamais être audible. Donc, essayer de ramener au maximum vers les faits. Et il y avait des personnes qui demandaient tout à l'heure dans le chat, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je crois qu'on peut convaincre autour de soi, qu'on peut partager l'information. Et c'était l'objectif, moi, de mon livre Résister. C'était de ramener des faits. J'ai rien inventé là-dedans. Je prends vraiment les faits qui sont les plus recoupés possibles, notamment le résultat d'enquête de confrères sur ces sujets-là, et de dire bon voilà, là c'est ce sur quoi on peut se mettre quand même à peu près d'accord. Ça c'est les chiffres. Rien que devant moi, j'ai les chiffres d'Europol. Ça c'est les chiffres de l'INSEE, ça c'est des chiffres qu'on a qui sont les plus objectifs possibles sur le sujet. Essayons de revenir là-dessus, mais surtout ne cédons pas à ce truc de tout le temps être dans une opposition violente et une opposition frontale, parce que c'est juste pas comme ça qu'on va, je pense, réussir à continuer à faire société. Et aux États-Unis, la campagne, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à en apprendre. Hein. C'est que de simplement dire, d'une certaine manière, si vous prenez les termes, vraiment c'est ce que décrit Naomi Klein, ils sont dans une réalité parallèle, ils sont déconnectés, c'est absurde. Nous, on peut penser ça, peut-être des personnes qui sont vraiment des personnes d'extrême droite, mais eux pensent exactement la même chose de nous. Et ils sont vraiment convaincus qu'on est aliénés, donc essayons de revenir et c'est notre seul salut en fait, de réussir à retrouver une réalité commune. C'est ça, et ne pas tomber dans cette division que l'extrême droite veut porter. C'est un peu effectivement ma dernière question. Si on dit depuis tout à l'heure si l'extrême droite a remporté une bataille culturelle. Tu as déjà apporté une partie de la réponse, mais comment est-ce qu'on peut sortir de ce soft power réactionnaire ? Comment est-ce qu'on peut sortir de ça ? Donc toi, tu portes notamment dans ton livre cette pédagogie auprès des proches, le fait de ne pas rentrer dans ce jeu de la division. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut évoquer ? Juste, j'aimerais apporter une précision, puisque je pense que vous avez d'autres éléments, mais quand je dis d'avoir le dialogue, de ne pas être dans une opposition qui est violente, qui est frontale, ça ne veut pas dire de renier sur ses valeurs. Ça veut pas dire de se dire que du coup on va être un peu soft avec le racisme ou avec le sexisme ou avec l'intolérance. C'est simplement aussi dans une manière de faire et d'essayer de créer ce dialogue sans sans céder sur les valeurs qui sont les nôtres. Et moi, les valeurs que je cite dans le livre, je suis vraiment dans un truc quand même très, très consensuel, je crois, qui est de dire, moi, je défends liberté, égalité, fraternité, ce qui me semble pas être totalement délirant comme positionnement, les droits humains, les droits humains, les libertés publiques, la démocratie, qui sont quand même des grands principes. Essayons de nous retrouver quand même autour de ça, et c'est pas parce qu'on veut aller parler avec des personnes qui pensent pas comme nous et qui sont sensibles à un discours qui peut être intolérant que nous, faut céder en disant on peut renier sur certains droits humains, par exemple. Moi, c'est pas du tout ce que je défends. Pierre et Maxime, est-ce que vous avez un mot à dire sur comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ce soft power ? Est-ce que l'extrême droite a gagné cette bataille ? Pierre dit souvent quelque chose sur notre livre, et c'est quelque chose que j'aime bien. On le dit tous les deux. Même si et pour rester en fait dans le vocabulaire guerrier, même si c'est pas notre préféré, le sous-titre de notre livre, c'est comment l'extrême droite a gagné la bataille d'Internet. Et notre dernier chapitre aurait pu s'appeler mais il n'a pas encore gagné la guerre. On s'est rendu compte en fait avec la période des législatives anticipées qui ont eu lieu au mois de juin, qu'il y avait quand même pas d'absolue victoire de l'extrême droite, qu'il pouvait y avoir un sursaut de la société civile. Et ce sursaut, on l'a vu au soir de la dissolution, quand des gens spontanément ont rejoint le siège d'Europe Écologie Les Verts et ont plus ou moins fait savoir aux responsables de gauche qu'ils ne partiront pas avant qu'ils aient trouvé un accord. Il y avait parmi ces gens, parmi cette foule, il y avait certes des militants politiques, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient des citoyens, des citoyennes tout à fait lambda, qui ne s'étaient pas encartés dans des partis politiques. Et surtout, après, il y a eu toute
une série de séquences où il y a eu une prise de conscience, à mon avis, du danger que représentait l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et des ripostes qui se sont organisées avec des gens qui, pour le coup, n'étaient pas forcément attendus. À cette époque-là, je crois que c'est l'Euro de football, enfin, je ne sais plus du tout. On demande à des joueurs de l'équipe de France de se positionner. Et il y en a plusieurs qui vont prendre position. Des gens avec des communautés sur Internet qui sont sans commune mesure avec ce que l'extrême droite peut prétendre et qui vont avoir des prises de position qui vont être fortes. Puis après, il va y avoir les influenceurs, non pas de gauche, mais les influenceurs qui normalement ne s'expriment pas sur des thèmes politiques, peuvent avoir des avis sur des thèmes de société, mais qui sont plutôt des influenceurs de divertissement qui vont s'emparer de cette question. Certains pour dire il ne faut pas voter extrême droite, c'est le cas par exemple de Squeezie et qui va 18 millions d'abonnés. Voilà, 18 millions d'abonnés, donc vraiment sans commune mesure avec ce que l'extrême droite est capable de produire, qui va pas forcément appeler particulièrement au vote pour un parti, mais qui va expliquer pourquoi lui s'oppose à l'extrême droite. Il va faire une explication extrêmement sourcée, extrêmement précise de pourquoi l'extrême droite fait reculer les droits humains sur des tas de sujets. Après, il va y avoir des influenceuses, là j'en ai deux en tête, c'est pour ça que je dis influenceuses, mais il y a aussi des hommes qui l'ont fait, qui vont appeler à voter pour le nouveau Front Populaire, et je pense notamment à Léna Situation, qui va faire profiter de sa notoriété et de son importante communauté. Elle a appelé à voter NFP Elle a appelé à voter NFP, et il y a une influenceuse que moi je connaissais pas, qui m'a beaucoup marqué en fait, qui a quand même 2 millions d'abonnés, donc encore une fois, elle met une vitesse à tous les mecs d'extrême droite, qui s'appelle Crazy Sally. Et Crazy Sally, elle va vraiment se lancer dans la bataille, en tout cas sur Internet, et surtout, elle va dire quelque chose qui est à mon avis très important le soir de la victoire de la gauche au second tour des législatives. Elle va dire, on n'arrête pas là. Parce que ce qui est très important, c'est que on avait déjà eu l'extrême droite 2 fois au deuxième tour au présidentiel, on n'avait pas eu cette mobilisation, mais là, il semblait pour les gens, parce que le récit médiatique était celui d'une victoire annoncée de l'extrême droite, qu'il y avait vraiment un danger. Et Crazy Sally, ce qu'elle dit ce soir-là, c'est « Je ne me retrouve pas en 2027 à avoir à faire exactement la même chose, à avoir à vous convaincre tous et toutes, un par un, à ne pas voter pour l'extrême droite. Donc on ne lâche pas l'affaire, on continue à s'informer sur l'extrême droite, on continue à lire les journaux, et c'est très gentil de sa part, à lire les journaux qui luttent contre l'extrême droite, et on continue à se mobiliser pendant ce temps qui nous attend entre la prochaine échéance. » Oui, c'est un élément que, en fait, ces élections législatives, comme tu l'as très bien, c'était un peu le laboratoire in vivo, le scénario annoncé pour 2027 qu'on a vécu en direct. Voilà. Jour 1, quelle majorité pour Jordan Bardella, et à la fin, c'est la gauche qui gagne, avec toutes ces étapes que tu as... qui gagne. Dans les urnes, la gauche a gagné. Après, elle a gagné, elle était première, mais elle n'a pas eu la majorité absolue. Non, elle a gagné. Elle a pas totalement... Quand on arrive premier, généralement, on gagne. Non, mais je suis d'accord qu'il y a eu après clairement une entrave démocratique et tout ça, mais c'est pas le sujet. C'était pas une victoire absolue. Non, bien sûr. Oui, certes, quand bien même. Mais quand on passe de quelle majorité relative ou absolue pour Jordan Bardella, c'était ça. Hein. Les premiers sondages, les premiers débats, c'est cela. Et notamment grâce aussi à la mobilisation de cette société civile en ligne, qui se fait en dehors des partis, qui se fait autrement, et qui se fait aussi en allant chercher des gens, en allant chercher des communautés qui sont parfois très éloignées du vote. Ça a un impact. Après, la question, c'est... cette gauchosphère, cette progressosphère, enfin, ces gens qui tiennent des discours progressistes en ligne et qui appellent, qui parlent de politique, quand bien même c'est pas récurrent ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on en fait ? Cette sphère nous a démontré que, quand bien même elle n'existe pas, elle est plus puissante que la fachosphère. La fachosphère, qui est un objet, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui a des racines idéologiques profondes, qui met en œuvre une théorie et une tactique qui est pensée depuis plus d'un demi-siècle, qui a des référents idéologiques, qui a des moyens, parce que tout ça, ça rapporte aussi beaucoup d'argent, qui a des stratégies. On parle d'un écosystème physique. On peut presque la toucher du doigt, la fachosphère, quand on bosse dessus. La sphère de gauche n'existe pas. Et pourtant, là, la politique, c'est une affaire de dynamique, c'est une affaire de récit. Le récit de cette élection législative anticipée a été complètement inversé, notamment
du fait de la mobilisation de ces influenceurs. Quid de l'avenir ? Bah, justement, moi j'aimerais revenir aussi sur la nécessité de s'informer, parce qu'en fait là, moi j'ai créé un livre sur l'extrême droite parce que je considérais qu'on est face à un danger absolument majeur, un péril existentiel pour moi, pour la démocratie, et que c'est ce qu'ont ressenti, je pense, beaucoup des influenceurs que vous venez de citer, où il y a eu cette mobilisation. Mais se mobiliser contre l'extrême droite, c'est pas un projet de société. C'est pas une fin en soi. Non, mais parce qu'en fait, on en est là. Aujourd'hui, on est en train de se dire... Moi, encore une fois, ce n'est pas ma spécialité à la base en tant que journaliste, c'est l'économie. C'est les rapports de domination, notamment du côté économique. C'est la violence sociale, c'est l'extrême pauvreté. C'est pas l'extrême droite. Sauf que là, moi, je sais même pas si je vais pouvoir continuer à exercer mon métier, en fait, de toute façon, ou en tout cas de cette façon, dans un régime qui serait un régime d'extrême droite. Donc là, il y a cette menace pour la démocratie qui est majeure. C'est pour ça qu'on écrit des trucs là-dessus. C'est pour ça qu'on en parle. Et ça reste, des formations qu'il faut documenter, mais on peut pas s'informer que sur ça. Et pour moi, l'avenir, c'est aussi ça, c'est de réussir à comprendre et à transmettre l'information sur les autres rapports de domination qui existent, sur notamment les rapports de domination économique qui sont à l'origine quand même de beaucoup des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, et sur qui détient quoi, et sur quelle est la véritable origine des violences que subissent beaucoup de gens, y compris des personnes qui votent à l'extrême droite. Et donc on peut pas s'arrêter qu'à la connaissance de l'extrême droite qu'on essaie de diffuser, mais c'est indispensable de continuer à s'informer sur le reste. Moi, j'écris là-dessus, je compte pas rester sur le sujet de l'extrême droite. C'est parce que là, j'ai ressenti ce besoin absolu d'en parler, mais on a besoin que les citoyens soient informés sur les autres questions de société. C'est aussi important. Et pour réussir à imaginer un avenir tout simplement qui est plus égalitaire, qui est plus peut-être un avenir où l'extrême droite n'a pas lieu d'être, on a besoin que les citoyens se posent les questions et s'informent et se saisissent des outils. Et l'économie, pour moi, c'est un des outils les plus importants. Parce qu'on a confié ça pendant très longtemps à des experts. On a dit non, mais personne ne peut comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Moi-même, d'ailleurs, j'avais l'impression de rien comprendre il y a quelques années, que ça me serait jamais accessible. Et c'est comme ça qu'on peut perpétuer aussi des violences économiques, des inégalités, des violences que les gens subissent dans leur chair. C'est parce qu'on a cette méconnaissance des enjeux de société, de l'économie. Donc en fait, la clé revient toujours, et c'est pour ça que je suis journaliste, et c'est probablement pour ça que vous l'êtes aussi, mais c'est informez-vous. Une population qui est informée est beaucoup moins facile à berner, à manipuler, à tromper, en fait. Et donc, plus on diffuse cette information, plus les personnes ont une appréhension politique parce que c'est politique, parce que quasiment tout est politique, moins on aura aussi ce type de problème auquel on fait face. Mais donc, oui, c'est important d'alerter sur le danger que constitue l'extrême droite, sur la bataille culturelle qu'elle mène. Encore une fois, je le fais aussi, mais ça peut pas suffire. On ne peut pas informer que là-dessus, vous ne pouvez pas vous informer que sur cette question. Après, il y a une question qui est aussi très importante, et tu l'as dit, c'est un point. On ne peut pas seulement dire aux gens votez contre l'extrême droite. Mais dans ce cas-là, que propose la gauche ? Mais ça, quel est le discours rôle à nous de... Non, mais moi, je ne te dis pas que c'est notre rôle à nous. Par contre, je pense que c'est une donnée qui est importante. Nous, on le voit quand on traite de l'extrême droite et quand on voit avec quelle facilité elle arrive à imposer son discours. C'est aussi parce qu'en face, il y a une difficulté, une absence de stratégie, ou que sais-je, même un discours entendable. Qu'a à dire la gauche, qu'a à vendre, entre guillemets, la gauche pour donner aux gens envie de voter pour elle. Ça, c'est un travail qui doit être mené. Et c'est ce qu'on verra à l'avenir. On verra comment ça se passe d'ici à 2027. Merci à vous d'avoir pu discuter avec nous. C'était passionnant. Merci. Je pense que j'aurais pu rester encore 3 heures avec vous. Je vois un petit rappel. Le livre donc de Salomé Saké, Résister, aux éditions Payot. Salomé, tu nous décryptes les rouages de l'extrême droite. Je me permets juste de dire que c'est le 3e essai le plus vendu en France, derrière Jordan Bardella et Philippe Devilliers actuellement. Faites-le monter. Il coûte 5 €. Si vous voulez inverser classement, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Achetez-le, c'est Noël bientôt. Achetez-le. Vous pouvez le distribuer autour de vous. 5 €, c'est rien. Voilà, pour ceci. Quant aux 2 autres, les achetez pas parce qu'ils sont vraiment nuls. Les 2 autres qui sont devant ceux de oui, on a lu certains des autres qui sont devant, et c'est pas fou. Et vous avez lu le livre de Bardella et de Devilliers. On a aussi le livre de Pierre Plotieu et Maxime Massé. Nous, on est très en retard, donc voilà, faut faire remonter aussi. Combien dans le classement par rapport à Bardella? On n'est pas classé, nous. C'est le classement des essais, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, c'est le classement des essais, pas de tous les livres. Vous pouvez également retrouver sur Libération, si le sujet vous intéresse, notre newsletter Frontal, dans lequel vous travaillez, Pierre et Maxime.
pouvez vous abonner, une petite newsletter, c'est quoi? C'est toutes les semaines, le mardi? C'est toutes les semaines le mardi vers C'est gratuit. 18h. Je vous remercie à vous trois Merci d'avoir pour Merci l'invitation. Corentin. Merci. Merci.